Avoir une chaîne qui revendique forger l'esprit critique de ses spectateurs n'empêche pas de dire absolument n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi l'état de droit n'est pas quelque chose d'indispensable à nos libertés et à notre démocratie, contrairement à ce qu'on nous répète ad nauseam sur les plateaux télé et sur YouTube aussi maintenant. Quand les youtubeurs ne font pas correctement leur travail, il faut intervenir. On va donc regarder la vidéo de la chaîne L'Esprit Critique sur le sujet et y répondre point par point. C'est parti. Ce week-end, dans le journal du dimanche, le nouveau ministre de l'Intérieur a dit ceci. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. C'est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie. C'est le peuple souverain. On oublie 2 minutes la couleur politique de Bruno Retailleau. Il serait de gauche, ça serait exactement pareil. Dans une démocratie saine, un ministre avec une phrase comme ça, il serait viré dans l'heure qui suit. L'intro plante bien le décor. Attention, on parle d'un sujet grave. Retailleau aurait dit une dinguerie. D'ailleurs, parenthèse, pour regarder pas mal de contenu de gauche, j'ai pu remarquer que Retailleau, ils en ont horreur. J'ai toujours eu un peu de mal à comprendre ça, parce que pour moi c'est juste un LR lambda qui joue un peu de flûte, ni plus ni moins. Bref, toujours est-il que quand je pense à un ministre qui aurait dû être viré dans l'heure en Macronie, j'ai d'autres noms qui me viennent en tête bien avant celui de Retailleau. Parce que, prenons un peu de recul. L'état de droit, c'est l'idée que le pouvoir est régi par des règles de droit. Alors ça peut paraître évident comme ça, mais ça ne l'est pas. À l'époque de Louis XV, le roi décide qu'un tel va en prison ou qu'on fait la guerre à tel pays, et c'est comme ça. Il n'y a pas de droit, il y a juste la volonté d'un homme. Aujourd'hui, tout ça repose sur des règles. Alors de quoi on parle ? Une des bases de l'état de droit, c'est un truc qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est l'idée qu'il y a une hiérarchie des règles juridiques, c'est une pyramide, et les règles d'en bas doivent obéir aux règles d'au-dessus. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de juriste ? En fait, c'est simple, et c'est surtout la base absolue de tout système démocratique. Là, c'est sûr, on a pris un peu de recul. Les choses sont présentées de manière un peu caricaturale. Soit tu as un état de droit et tu es une démocratie, soit tu ne l'as pas et tu es un pecno du Moyen-Âge. Bon, reprenons depuis le début. Effectivement, l'état de droit repose sur une hiérarchie des normes. C'est la fameuse pyramide de Kelsen. À l'écran, une version simplifiée de la pyramide, et donc, comme il dit, pour qu'une norme soit valable, elle doit respecter les normes du dessus. Ok. Et dans un état de droit, il y a des juges pour contrôler que ce soit bien le cas, et les normes tout au-dessus sont des droits fondamentaux. Maintenant, est-ce que ce système c'est la base de toute démocratie ? À moins qu'on considère que la France ne serait devenue une démocratie qu'à partir des années 70, c'est pas le cas. Je vous fais un rapide historique. En gros, avant la 5ème République, on avait ce qu'on appelle un état légal, c'est-à-dire que l'État ne pouvait pas faire n'importe quoi. Le juge contrôlait que son action respecte la loi. Par contre, personne ne se serait permis de contrôler la loi elle-même, puisqu'elle est l'expression de la volonté générale. Elle est votée par le peuple, en tout cas ses représentants, et c'est donc le souverain qui s'exprime. En toute logique, aucun juge n'a son mot à dire. Le contrôle de la Constitution est donc politique et pas juridique. Mais les choses changent un peu sous la 5ème République. On estime que le Parlement, c'est un truc qui a quand même ses limites, et on envisage un pouvoir exécutif plus fort, mais qui prend directement appui sur le peuple dans son intégralité en contrepartie. Le résultat de ça, c'est que la loi ne peut plus porter sur tous les sujets. C'est la Constitution qui liste ces sujets, et on instaure un juge constitutionnel en cas de problème. Et à ce moment-là, seule une poignée de gens peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander son avis. Ensuite, De Gaulle meurt, et le Conseil constitutionnel prend la confiance. En 71 et en 73, il nous dit qu'en fait, ce qu'il contrôle, ce n'est pas seulement que la loi soit conforme à la Constitution, mais aussi à d'autres textes qui ont aussi une valeur constitutionnelle selon lui, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution de 46. Quel est le problème avec ça ? C'est que ces textes proclament de grands principes. Et les personnes en charge d'élaborer la Constitution en 58, à l'occasion de leur débat, l'avaient bien vu ça. C'est pourquoi ils avaient écarté le fait que ces textes puissent avoir une valeur juridique, puisque fonder des décisions juridiques sur des principes aussi flous, c'est la porte ouverte à toutes les dérives et à l'émergence d'un gouvernement des juges. Et pourtant, le pouvoir politique en 74 emboîte le pas au juge. À partir de là, l'opposition peut également saisir le juge constitutionnel. On se retrouve donc avec un juge qui devient un acteur central, parfois utilisé pour obtenir des victoires politiques indirectes en censurant des lois au nom de grands principes abstraits. Bref, dire que l'état de droit c'est la base absolue de tout système démocratique, c'est quand même un peu audacieux. Dans cette pyramide, un arrêté municipal, qui est donc tout en bas dans les règles, c'est une règle qui est décidée par le maire, doit respecter la loi. Sinon, il pourrait y avoir un clampin qui décide que, dans sa ville, les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon. Et c'est arrivé. La loi, qui est une règle au-dessus, qui elle est décidée par l'Assemblée nationale,
doit respecter la Constitution. Sinon, les députés pourraient décider un jour que les juifs n'ont pas le droit d'être journalistes. Ça aussi, c'est arrivé. Si la règle tout en haut de la pyramide, la Constitution, dit que tous les citoyens sont égaux, l'interdiction du pantalon pour les femmes ou l'interdiction aux juifs d'être journalistes ne sont pas possibles. Le fait qu'il y a une hiérarchie des normes nous protège tous contre la bêtise d'un maire, d'un préfet, d'un ministre ou d'une assemblée. Ça, c'est un aspect de l'état de droit. Ok, mais du coup, qui est-ce qui nous protège de la bêtise d'un juge ou de son agenda politique? La question est la suivante. Pourquoi les juges seraient mieux qualifiés que des politiques pour dire ce qui relève de la liberté ou de l'égalité, etc. C'est des questions quand même très subjectives, donc c'est pas déconnant que ce soit le politique qui tranche plutôt qu'un juge. Sinon, c'est une personne non élue qui fait, de fait, de la politique, donc un gouvernement des juges. Rebondissons sur ces exemples. Déjà, pour l'histoire du maire, c'est simplement faux. C'est pas l'état de droit qui empêche ça, l'état légal, ça suffit pour régler le problème. Ensuite, pour les discriminations et la préservation des droits fondamentaux, premièrement, qui dit que les juges auraient eu le courage d'intervenir pour censurer une loi pareille, parce qu'il faut quand même un contexte particulier pour adopter des lois comme ça. Deuxièmement, quand on critique l'état de droit, on ne critique pas la liberté ou l'égalité en tant que telle, et on n'approuve pas automatiquement les lois qui ne respecteraient pas ces principes. Quand on critique l'état de droit, on critique l'utilisation de ces principes malléables pour censurer la loi. On peut citer l'affaire Cédric Herrou, qui est un exemple emblématique. En s'appuyant sur le fait que la fraternité est présentée comme un idéal dans la Constitution, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition d'une loi qui prévoyait des sanctions en cas d'aide à la circulation d'étrangers en situation irrégulière sur le sol français. Quand on réfléchit 2 minutes, c'est absolument lunaire. Peu importe ce qu'on pense sur le fond, est-ce que c'est vraiment aux juges de dire aux Français s'ils ont le droit de punir ou non l'aide à la circulation des clandestins? Pour moi c'est clair, la décision revient au peuple français. Je ne donne pas d'autres exemples ici pour ne pas alourdir la vidéo, vous avez compris l'idée. Mais surtout, parce que je garde ces exemples pour une potentielle future vidéo, je vais peut-être répondre à un autre youtubeur encore moins excusable de passer à côté du sujet, puisqu'il a une chaîne de vulgarisation du droit. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et troisièmement, Kelsen lui-même disait que les normes constitutionnelles ne doivent pas être rédigées dans des termes trop généraux, en vue de leur application par un tribunal constitutionnel. Et pourquoi il disait ça? Parce qu'il sentait bien que le pouvoir du juge serait démesuré sinon. Autre aspect, le contrôle juridictionnel. C'est le principe qui dit que la justice vérifie que les décisions prises par l'État sont légales, parce que l'État ne peut pas être tout puissant. Donc, quand l'État dit « on vous exproprie parce qu'il y a un TGV qui doit passer sur votre terrain », vous pouvez contester devant le tribunal administratif. Et la justice tranche. Le contrôle juridictionnel, c'est un autre morceau de l'état de droit qui fait que l'État ne peut pas faire n'importe quoi. Bah non, ça c'est juste du droit administratif en fait. C'est juste l'état légal quoi. Encore une fois, il extrapole le concept d'état de droit de sorte à dire que sans lui c'est l'arbitraire de l'état qui règne. C'est faux. Personnellement, j'ai pas plus envie que lui que l'état soit arbitraire, c'est juste pas le sujet. Pour être bien clair, je ne dis pas que l'état légal c'est parfait, qu'il ne faut pas réfléchir à une manière de protéger les droits fondamentaux, je dis juste que le système actuel n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, c'est précisément ce système qui menace la démocratie parce que le droit se saisit du politique et détruit la sphère du politique. Et je m'adresse maintenant à toi directement, monsieur de chez Esprit Critique. Produire des vidéos sur l'état de droit pour en faire une vache sacrée et présenter quiconque pointe les défauts du système comme un ennemi de la démocratie ou pire, en frôlant le point Godwin, c'est non seulement malhonnête, mais ça ne mène nulle part. Le débat s'en trouve pas grandi, l'esprit critique n'est pas au rendez-vous. Et on peut ajouter à ça la séparation des pouvoirs, le principe d'égalité, les droits fondamentaux, bref. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. C'est une des choses les plus intelligentes qu'on ait construites ces 200 dernières années. Et surtout, c'est la base de la base. La République, elle tient pas par les discours sur la souveraineté du peuple. Elle tient grâce à ça. Quand le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas le premier Gugus venu, c'est la personne qui commande un des deux groupes de citoyens qui portent des armes, quand il dit « l'état de droit, c'est pas sacré, on peut y toucher », c'est grave. C'est vraiment grave. Il est en train de mettre un coup de masse dans le mur porteur de la maison. Au risque de me répéter, pour moi les coups de masse dans le mur porteur, c'est plutôt quand des juges prennent des décisions, puis les justifient juridiquement en invoquant des principes flous. C'est aussi quand des référendums ne sont pas respectés, comme en 2005-2008, ou encore le fait que ça fait plus de 20 ans que le peuple français n'a pas été consulté directement, justement. Je n'ai pas regardé assez de vidéos de notre ami l'Esprit Critique pour en juger, mais j'imagine qu'il a bien dû parler de certains de ces sujets. Je n'arrive pas à imaginer que pour lui, dénoncer les coups de masse portés dans les murs porteurs de la maison se limite à réagir aux propos d'un ministre insignifiant
dans un gouvernement qui ne l'est pas beaucoup plus. Ce qui est peut-être plus grave encore, c'est que la plupart d'entre nous, on en a vaguement parlé, mais ça passe. Ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Peu importe nos opinions politiques, entraîner son œil à voir ce genre de choses, muscler son esprit critique, c'est plus juste un exercice intellectuel intéressant. C'est en train de devenir une des dernières armes pour tenir la démocratie. Là, je vais être d'accord avec toi. Il y a des sujets comme ça, on passe à côté parce qu'ils sont pas faciles à aborder de prime abord, et pourtant, c'est primordial. Mais mon point d'accord s'arrête là. Ce que je trouve fou avec ta vidéo, c'est que tu arrives à réunir un demi-million de gens, alors que ce que tu dis, avec tout mon respect, c'est pas au niveau pour quelqu'un qui se prétend esprit critique. En disant ça, je ne prétends pas détenir la vérité dans ma vidéo, et je suis ouvert aux critiques et aux débats, mais je pense quand même apporter plus à la compréhension du sujet avec ma vidéo que toi avec la tienne et les raccourcis qu'il y a dedans. Et je suis effaré de voir comment on peut passer à côté d'un sujet comme ça et enthousiasmer tellement de gens. Je vous laisse lire les commentaires sous sa vidéo, c'est incroyable. Bref, si vous avez aimé me voir répondre à un youtubeur, je vous laisse avec la vidéo où je réponds à Histoire Crépue au sujet du racisme anti-blanc. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Merci beaucoup, c'était Paul Marcellus, à bientôt.